Sommes-nous sur le point de revivre l'épisode de 2017 avec cette vague de migrants sans précédent au Québec? Le stade olympique avait même servi d'immense refuge pour les réfugiés haïtiens. On est à Saint-Bernard-de-la-Colle parce que l'histoire semble vouloir se répéter. On sait que Donald Trump a mis fin au statut légal de plus d'un demi-million de migrants latino-américains, sommés de partir d'ici le 24 avril. Alors l'impact se fait vraiment sentir juste en fin de semaine. Il y a plus de 200 demandeurs d'asile, principalement des Haïtiens, qui sont entrés via la voie officielle et transportés au centre de traitement de l'Agence des services frontaliers du Canada, situé sur le chemin Gay. Disons qu'on l'anticipait depuis que M. Trump est au pouvoir, mais on voyait pas d'activité inhabituelle depuis qu'il avait été assermenté. Beaucoup de va-et-vient lors de notre passage. Des migrants étaient escortés un à la fois à l'extérieur du centre de traitement, placés ensuite dans des fourgonnettes de l'Agence des services frontaliers du Canada. Nous avons suivi le véhicule qui traverse la frontière, où on semble avoir remis le demandeur d'asile aux autorités américaines. Bref, le migrant est retourné à la case départ. Et c'est l'exception qui devient un peu une condition d'ouverture pour les ressortissants haïtiens, c'est-à-dire si on a de la famille au Canada, que ce soit des citoyens, des résidents permanents, des travailleurs, des étudiants, des réfugiés reconnus. Le nombre de demandeurs d'asile qui se sont présentés au poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle est passé de 560 demandes en janvier à 755 en février, 1356 en mars et en date du 6 avril, 557 personnes ont déposé une demande d'asile pour un total projeté de 2785 d'ici la fin du mois. Le gouvernement canadien vient de déposer un nouveau projet de loi qui va changer plusieurs règles importantes pour les demandeurs d'asile. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui entre illégalement depuis les États-Unis peut rester 14 jours au Canada et ensuite faire une demande d'asile sans être expulsé. Avec cette nouvelle loi, même après 14 jours, la personne pourrait être renvoyée, donc ça devient beaucoup plus strict. Autre changement. Un étudiant étranger qui arrive au Canada, par exemple en 2024, et qui abandonne ses études en 2025 pour demander l'asile, sa demande sera automatiquement refusée si plus d'un an s'est écoulé depuis son arrivée. Et pendant ce temps, le Québec lance son nouveau programme PSTQ dès le 1er juillet 2025. C'est un programme pour obtenir la résidence permanente avec 4 volets. 1. Si tu es diplômé universitaire ou technique avec 1 an d'expérience dans un métier spécialisé, catégorie 0, 1 ou 2 et un niveau 7 en français oral, tu peux être admissible. 2. Si tu as un métier technique ou manuel, il te faut 2 ans d'expérience, dont 1 an au Québec et un niveau 5 en français oral. 3. Pour les professions réglementées, infirmiers, ingénieurs, pharmaciens, il faut une reconnaissance officielle du Québec. 4. Et si tu es artiste, sportif, chercheur ou entrepreneur avec 3 ans d'expérience et des accomplissements reconnus, tu peux entrer comme talent d'exception. Le conjoint doit avoir au moins un niveau CAP en français oral. Pour postuler, tu dois faire une déclaration d'intérêt gratuite sur Arima. Demande d'asile refusée. Demande d'asile refusée. Demande d'asile refusée. 6 demandes d'asile refusées à cause d'une seule erreur fatale. 6 personnes, 6 histoires, mais une seule erreur qui les a coûté leur avenir au Canada. Pourquoi ces demandes ont été refusées? Parce que ces 6 personnes ont présenté la même histoire mot pour mot. Ils ont juste changé le nom et la date de naissance. Tu veux savoir comment c'est arrivé? Un demandeur d'asile avait rédigé son histoire personnelle. Un jour, un ami lui dit « Frérot, envoie-moi ton histoire pour m'inspirer. » Il lui fait confiance, il envoie son histoire par WhatsApp. Mais ensuite, cet ami l'a partagé à 5 autres personnes. Résultat, Immigration Canada a détecté 6 demandes d'asile identiques. Même phrase, même structure, même mot. Résultat, les 6 demandeurs d'asile n'ont pas qualité de réfugiés au sens de la Convention, ni celle des personnes à protéger. Par conséquent, la SPR a rejeté leur demande d'asile. Leçon à retenir. Ton histoire d'asile, c'est ta vérité. Elle est personnelle, unique et confidentielle. Ne partage jamais à qui que ce soit, sauf à ton consultant en immigration ou à ton avocat. Depuis le 3 juin 2025, le projet de loi C2 modifie radicalement le droit d'asile au Canada.
Désormais, toute personne entrée au Canada après le 24 2020 ne peut plus demander l'asile si elle présente sa demande plus d'un an après son arrivée, même si sa situation a changé entre-temps. Pour ceux qui entrent de façon irrégulière depuis les États-Unis, le délai est encore plus court. Ils ont seulement 14 jours pour faire leur demande. Sinon, ils perdent l'accès à une audience complète et sont donc limités à un simple examen pré-renvoi, où les chances d'être acceptés sont très faibles. Et cette loi donne aussi au ministre plus de pouvoir pour suspendre ou annuler des permis et pour aussi partager les données personnelles aux migrants avec d'autres. La situation des demandeurs d'asile est vraiment préoccupante au Canada depuis l'avènement de Trump aux États-Unis et depuis l'immigration a vraiment pris un coup en ce qui concerne les travailleurs temporaires et puis les demandeurs d'asile notamment, qui amènent le gouvernement à revoir leur politique d'immigration et surtout à baisser les quotas ou les seuils d'immigration au Canada. Et ce qui retient vraiment l'attention, c'est la situation des demandeurs d'asile, qui est vraiment préoccupante parce que les règles du jeu sont vraiment en train de changer radicalement pour cette catégorie d'immigrants ou cette catégorie d'immigration. Avant, c'était vraiment très accessible et très facile pour les gens de demander l'asile. D'autres restaient même parfois plusieurs années avant de faire les démarches pour demander l'asile, mais dorénavant, ce ne sera plus le cas. Avec la loi C2 qui est adoptée depuis juin, c'est vraiment difficile pour les demandeurs d'asile. Donc, depuis le 3 juin 2025, le projet de loi C2 modifie radicalement le droit d'asile au Canada. Désormais, toute personne entrée au pays après le 24 juin 2020 ne peut plus demander l'asile si elle présente sa demande plus d'un an après son arrivée sur le territoire, même si sa situation a changé entre-temps. Pour ceux qui entrent de façon irrégulière depuis les États-Unis, le délai est encore plus court. Ils ont seulement 14 jours pour faire leur demande. Sinon, ils perdent l'accès à l'audience complète et sont limités à un simple examen pré-renvoi où les chances d'être acceptés sont vraiment très faibles. Cette loi donne aussi au ministre plus de pouvoir pour suspendre ou annuler des permis et aussi il a la possibilité de partager les données personnelles des migrants avec d'autres agences, bien entendu dans le but de mieux surveiller, de mieux réglementer et surtout d'éviter que un migrant passe d'une agence à une autre ou d'une structure à une autre pour faire plusieurs demandes par exemple. Mais dans tout ça, ce qui fait encore plus mal et qui est regrettable, c'est de voir comment les gens, il y a vraiment, moi je compatis vraiment pour ceux qui se retrouvent dans ces genres de situations. On sait que c'est pas facile pour des gens qui fuient vraiment la guerre, qui fuient vraiment l'insécurité, qui fuient beaucoup de choses et pour pouvoir donc demander l'asile au Canada. Et moi, personnellement, je suis de tout cœur avec ces personnes. Mais ce qui est regrettable, c'est de voir combien de fois l'on peut être stupide de prendre l'histoire d'une autre personne pour aller présenter comme son histoire dans le processus de demande d'asile. Je ne comprends pas ça. C'est très déplorable en écoutant ce témoignage de ce consultant en immigration qui présentait donc 6 demandes de demande d'asile identiques avec les mêmes histoires. C'est incroyable. Mais les services d'immigration au Canada ne sont pas, ce sont des humains qui travaillent là-bas, ce ne sont pas des robots. Pour prendre des décisions, ils analysent les dossiers, ils font les rapprochements et, bien entendu, avec les systèmes d'exploitation qu'ils ont et leur base de données, ils s'assurent d'avoir des déclarations qui sont vraiment concordantes, des déclarations qui sont authentiques et qui sont parfois même vérifiables. Moi, je ne trouve pas vraiment l'intérêt pour quelqu'un de prendre une histoire d'une autre personne et la présenter dans un processus qui, je l'espère, te tient vraiment à cœur. Ce que vous devez savoir aussi, la démarche
pour pouvoir obtenir d'asile ou être accepté comme demandeur d'asile, c'est un processus qui prend du temps et qui prend du temps, qui prend même parfois des ressources. Il y a des fois il y a d'autres personnes qui prennent même des avocats, des consultants en immigration pour pouvoir donc piloter leur dossier. Et dans tout ça, à la fin, le demandeur d'asile aura la chance d'être reçu en audience pour qu'il puisse s'expliquer. Mais si tu prends l'histoire d'une autre personne qui n'est pas authentique, que tu ne maîtrises pas peut-être bien, que tu la mémorises uniquement et arrivé sur place, comment tu vas te défendre avec les questions qui vont être posées, qui te seront posées? Moi, je ne comprends pas. Conseiller à mes frères et sœurs qui sont au Canada et qui sont dans la situation de demandeurs d'asile, de vraiment prendre leur situation au sérieux et d'arrêter ça. Parce que vous allez perdre et votre temps et votre argent et votre énergie pour rien en voulant, soi-disant peut-être parce que l'histoire de l'autre, d'un ami, d'un frère qui est passé sans difficulté, vous allez copier cette histoire. Non. Il faut rester authentique, il faut rester original. Et c'est ce qui va faire la différence et c'est ce qui va toucher même le jury ou le juge ou les autorités en charge de votre dossier. Donc, c'est dommage. C'est tout ce qui se passe avec les États-Unis et tout. On compatit tellement dans une situation au point où vous allez faire des bêtises ou des choses qui ne sont pas correctes et qui vont se retourner contre vous. Donc, vraiment, c'est ça le message que je voulais passer dans cette vidéo. Et il y a plein de consultants au Canada agréés. Je le dis toujours, vous cherchez un consultant, allez sur le site de IRCC, option consultant agréé ou consultant en immigration. Vous allez voir tous les consultants agréés en immigration pour demander conseil si vous êtes dans une situation difficile, si vous cherchez quelqu'un de confiance pour votre dossier de demandeur d'asile. Ça ne sert à rien de prendre l'histoire d'une autre personne. Votre histoire est votre histoire, donc elle est authentique et elle n'est pas comparable à moins que vous n'êtes pas un réfugié authentique, un demandeur d'asile authentique. Là, peut-être c'est ça. Sinon, si vous l'êtes, votre histoire va faire la différence. Et c'est ce qui va faire que vous serez crédible.